Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons F1. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu. Avec la trêve estivale, les 2 derniers Grands Prix, il n'y a pas eu de podcast non plus. Donc cette semaine, on est reparti avec la F1 qui faisait un petit stop à Bakou. Il va y avoir des choses à dire. Je pense qu'on ne s'attend plus vraiment à voir un pilote en particulier gagner ces derniers temps, mais là, je pense qu'il y a eu beaucoup de surprises quand même pendant ce week-end. Il y a des choses à en tirer. Donc on va revoir tout ça. Et pour le coup, aujourd'hui, j'accueille Clem de Premier Virage. Bienvenue. Salut, merci. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va, nickel. Pour ceux qui te connaîtraient pas, du coup, si je dis pas de bêtises, donc t'es sur Insta, TikTok, t'as une chaîne YouTube. Ouais, exactement. Il me semble. Bien évidemment, dans tous les cas, je vous mets tous ces réseaux en description, que ce soit YouTube, Insta, TikTok, tout, vous avez tout en description. Mais justement, si ça te dérange pas, on va commencer par une petite présentation tranquille, le temps de se mettre dans le bain, et puis d'apprendre à te connaître pour ceux qui arriveraient et qui te connaissent des réseaux mais qui te connaissent pas forcément particulièrement. Donc je te propose qu'on le fasse avec quelques questions pour que ça soit un peu plus léger, si ça te va, c'est ok. Vas-y, c'est cool. Parfait, on commence. Et ben du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu globalement, quel âge tu as, ce que tu fais, ce que tu as envie de dire de toi, principalement du coup? Ok, bah moi du coup c'est Clémence. J'ai 24 ans cette année et moi je suis dans mon travail dans le milieu des réseaux sociaux. Je gère des chaînes YouTube pour des clients. Donc voilà, c'est pas un milieu du tout qui m'est inconnu. Ouais. Et ça va changer d'ailleurs, je vais maintenant changer de taf. Donc voilà, et clairement les réseaux sociaux c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Donc en fait c'était un peu logique que j'y finisse, même si au départ c'était pour le travail. Mais voilà comment j'ai terminé là. C'est la question que j'allais te poser justement, quand est-ce que t'as commencé et enfin qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer, mais du coup ouais, vu que t'as toujours été un petit peu, je dirais, attirée, si je peux dire, Oui. par ce milieu-là, est-ce que ça t'est venu de toi-même de te dire ok, bah j'ai envie d'avoir moi ma propre chaîne, d'avoir mon propre compte, de partager des trucs, ou c'est venu un peu plus tard avec le boulot justement? C'est très drôle parce que non, effectivement, j'ai commencé très tôt, moi, à l'époque des challenges en Wow. 2015. Voilà, j'avais une chaîne YouTube avec des cousines. J'ai tout supprimé, donc Ah non. voilà. Il y aura pas de trace. Et j'avais même un Musical.ly pour te dire à l'époque. Oh waouh, oui, ok, ça date. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Ah ouais, non, c'est clair. Mais après, avec le temps, j'adorais toujours le milieu, mais je voulais plutôt le faire pour quelqu'un d'autre. Ça m'intéressait pas qu'on voit ma tête ou de m'exposer ou quoi que ce soit. Mais le hasard des choses fait que, du coup, moi, j'ai fait une école de communication. Et pour trouver un stage, j'avais besoin d'avoir, on va dire, un endroit vers quoi ramener pour qu'on voit un peu mon travail. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit, fais un TikTok, comme ça, tu fais des petits reels, des machins, des trucs comme ça, et ça te permettra d'envoyer les recruteurs vers un endroit simple, en fait. Ouais. Et une chose en entraînant une autre, je finis par aimer publier, clairement. Je pensais pas aussi que ça allait un peu prendre, parce que c'est vrai qu'au tout départ, ça a été assez rapide. Donc c'est comme ça, au final, que j'ai commencé. Et puis, au final, j'adore partager des choses et j'adore faire des vidéos, donc voilà. Ouais, ça c'est vraiment fait tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, et ben tant mieux. Du coup, on repart sur un peu le sujet de la F1. Est-ce que bon, je pense que ceux qui te connaissent le savent, mais est-ce que tu suis d'autres catégories que la F1? Oui, bah oui. Je regarde la F2, que je suis. J'ai un peu une relation amour-haine, donc des fois je vais regarder, des fois ça va tellement m'énerver que je regarde plus. Et je regarde aussi la F1 Academy. Ça m'arrive de suivre d'autres choses, mais il y a que ces 2 catégories-là hors F1 que je suis vraiment assidûment. Ouais. Ok. Et ben, est-ce qu'il y a une écurie que tu supportes en particulier? Et du coup, j'en profite en même temps pour les regrouper. C'est une question que j'adore poser. Je trouve qu'elle vous définit trop bien.
Est-ce qu'il y a un pilote de l'histoire de la F1, que ça soit actuel ou passé, qui t'a plus marqué qu'un autre? Ouh. Alors déjà pour l'écurie, oui, Ferrari, même si je suis beaucoup pour la beauté du sport. Donc si chaque écurie qui va avoir des victoires personnelles, je vais être trop contente. Ouais. Même si mon cœur va chez Ferrari. Ouais. Et pour le pilote, c'est dire parce qu'il y en a beaucoup. Je sais. Je dirais Vettel parce que l'impact que Vettel a eu de manière générale est quand même... Ouais, je dirais Vettel. Ça me va très bien comme réponse, t'inquiète pas. Je suis trop contente à chaque fois quand quelqu'un dit Vettel, je suis en mode... Ah bah vraiment, mais Vettel. Ouais, bien d'accord. Et ben c'est toi qu'on en sait un peu plus sur toi. Je te propose qu'on passe rapidement à la présentation du circuit. On est sur un circuit du coup urbain à Bakou, en Azerbaïdjan, qui fait environ 6 km, pardon. Il a été instauré en 2016 en F1, mais sous le nom de Grand Prix d'Europe. Et puis ça a changé en 2017 et il a repris le nom de Grand Prix d'Azerbaïdjan. On a notamment comme caractéristique typique sur ce circuit une fausse ligne droite de 2200 mètres, donc qui permet vraiment de pousser la vitesse de pointe et d'atteindre des vitesses notamment très élevées. Il y a Valtteri Bottas dont je vous ai parlé dans une vidéo cette semaine notamment. Alors ça a été officiellement flashé à 346 et selon les données de l'écurie ça a monté jusqu'à 376. Donc officiellement c'est un peu plus bas, mais voilà. On sait pas trop quelle est la vérité là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est un circuit qui est vraiment qui permet ce genre de choses, qui permet ce genre de caractéristiques, vitesse de pointe, et qui est super important, quoi. On n'a pas forcément sur tous les circuits, en tout cas, une ligne droite aussi longue. Je vois pas où on en a d'autres. Honnêtement, je ne vois pas. Et c'est à peu près tout pour ce circuit. C'est déjà pas mal. Je te propose qu'on passe aux infos d'avant-course, d'avant-week-end. On a notamment une grosse info, c'est Adrian Newey. On a attendu très longtemps l'annonce. On ne savait pas où il allait aller. Quoique les derniers jours, ça a commencé un peu à souffler Aston Martin pour des raisons financières particulièrement. Ferrari qui voulait pas s'aligner. Donc c'est officiel, Newey va chez Aston Martin dès qu'il sera libéré de son contrat. Honnêtement, un petit peu déçu pour Ferrari quand même, il faut le dire. Ouais, je comprends en vrai. Après, Ferrari n'aurait pas pu lui offrir ce que Aston vient de lui offrir. Non, c'est clair, c'est sûr. Et aussi, c'est vrai qu'on s'en doutait depuis un petit temps, parce que bon, il y avait quelques rumeurs et tout. Et après, c'est un peu ce que je dis, moi, quand on a parlé un peu en privé, c'est que c'est Newey, c'est quelqu'un, on sait ce qu'il fait de la voiture, mais ça reste une équipe. Et Vassar a quand même bien refait ses équipes et tout, donc en vrai, je m'inquiète pas trop, même si on aurait aimé avoir le meilleur du meilleur, mais... Ouais, c'est plus le côté, c'est sûr qu'il sera allé chez Ferrari, c'était exceptionnel. Tu ramènes Vasseur, Newey, Hamilton, Leclerc. Là, tu commences à avoir team, quoi. Ouais, là, t'as une bonne équipe. Après, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, Lewis qui le disait, ou Fred, j'ai un petit doute, que dans tous les cas, ils étaient pas inquiets parce qu'ils ne venaient pas chez eux et que c'est pas pour autant qu'ils seraient pas compétitifs la saison prochaine. C'est juste que ils auraient espéré, mais oui, comme tu le dis, là, tu pouvais pas t'aligner, c'était impossible. Non. Monsieur Stroll a sorti le chéquier, je peux vous le dire. Ah ouais. Mais ça montre aussi que Stroll, c'est pas que, on va dire, la culture de l'instant, et que c'est pas que maintenant qu'il avait un projet pour Aston, et que bon, ça fait 2 ans que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y avait vraiment eu le coup d'éclat début de l'année dernière ou celle d'avant, je sais plus. Début de l'année dernière. Voilà. Et mais on voit bien qu'il a cette envie que l'écurie elle remonte vraiment dans le classement, donc voilà, c'est aussi intéressant de voir comment ça va évoluer de ce côté-là, quoi.
J'ai hâte maintenant de voir ce que Aston va devenir avec, honnêtement, l'équipe qui sont en train de constituer là actuellement, les annonces qui ont été faites et tout. Vraiment, la nouvelle réglementation, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que il commence à y avoir du beau monde chez Aston Martin et il commence à y avoir des choses un peu solides. Je peux vous dire que C'est clair. ça risque d'envoyer. On a Norris aussi qui a été annoncé. Alors je sais plus si ça a été fait par Stella ou par. Je crois que c'est un communiqué officiel de McLaren, si je me trompe pas. Qui a annoncé du coup qu'il décidait maintenant de privilégier Norris en cas de bataille pour la victoire face à Piastri. Pour ce qui est de leur intérêt, bien entendu, aux deux championnats, que ce soit le championnat constructeur ou le championnat pilote. Ça a été entre guillemets un peu mal fait les fois d'avant et surtout à Monza du coup. C'est quelque chose qui aurait peut-être dû être vu avant, sauf qui aurait sûrement dû être vu avant. Donc là c'est officiel, en cas de, enfin ils l'ont annoncé officiellement, en cas de bataille entre les deux, Norris sera privilégié. C'est dans leur intérêt, hein, de toute façon. Bah oui, c'est forcément dans leur intérêt. Maintenant, je me rappelle plus leur mot exact, mais j'ai l'impression qu'ils restent quand même en accord avec ce qu'ils ont fait jusque-là. Si je me trompe pas, ils disaient surtout qu'en fait, ils le privilégieraient dans le cas où il y aurait 1-2 et que surtout pour plus qu'il y ait cette configuration là de un pilote peut s'insérer entre les deux, mais que effectivement ça resterait à la régulière. Et mais comme tu le dis, je pense que il y a des moments où il aurait fallu que l'écurie intervienne pour leurs pilotes. Maintenant, voilà. Après, il y a des moments où il aurait fallu intervenir, mais il y a des moments aussi où c'était bien de, enfin, à mon sens, en tout cas, c'était bien de ne pas intervenir parce que après j'ai beaucoup de mal avec vraiment toutes ces consignes d'équipe de toi tu doubles pas machin, toi tu, parce que je trouve qu'on perd le truc, enfin on perd un truc du sport automobile qui est vraiment juste de se battre et le meilleur va gagner. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et du coup, je me dis que certes, il y a des fois où, à Monza, moi, ça m'arrange. Après, c'est Leclerc qui a gagné, ça va, tu vois. Mais il y a des fois aussi où le fait qu'il n'y ait pas de consigne d'équipe, à Zandvoort, je crois, c'est d'ailleurs. Dans ces moments-là, je suis bien contente qu'il n'y ait pas eu de consigne d'équipe, tu vois, parce qu'on a quand même eu une belle bataille Norris-Piastri. Il y a eu des choses intéressantes et ça a rendu la course et le sport automobile intéressant aussi. Ah non, c'est clair. Et puis, même au-delà de ça, je pense que parfois les gens ont un peu de mal à prendre du recul sur la situation. Piastri n'est pas si loin de Norris dans le championnat. Il y avait moins d'écart entre Piastri et Norris en termes de points qu'entre Norris et Verstappen. Ce qui fait que, en fait, Piastri, il joue aussi quand même une grosse place au championnat et que l'écurie, eux, ils jouent surtout le championnat constructeur. Donc, ils ont pas d'intérêt à dire non mais en fait nous on veut que ce soit ce pilote là qui joue telle place au championnat et même au-delà de ça Piastri on voit qu'il a cette rage de gagner qu'il a ce petit truc aussi qu'on attend chez des pilotes mine de rien. On n'attend pas d'avoir un parfait numéro 2 chez McLaren. On n'est pas dans la configuration de Red Bull où on sait que le deuxième baquet c'est un baquet de deuxième. Donc pour moi, c'est au cas par cas. Je pense que dans tous les cas, ça restera un débat qui est sans fin parce que je sais plus avec qui j'en parlais cette semaine, mais c'est ce que je disais en fait. On va privilégier Norris pour un championnat pilote. Donc sur certaines courses, peut-être le privilégier. Et du coup, tu vas avoir un Oscar qui est plus loin. Si Norris ne gagne pas le championnat, qui te dit que si t'avais privilégié l'autre, il aurait pas gagné. Enfin, en fait, c'est une situation qui est infiniment compliquée, quoi. Oui, mais c'est pour ça, il y a pas de noir ou blanc, c'est vraiment en fonction de la configuration. Moi, je repense, alors je sais plus sur quel circuit, mais justement la fois où ils ont undercuté Piastri avec Norris,
Oui. et que c'est là où ils ont demandé à Norris, en Hongrie, qu'ils ont demandé à Norris de rendre la place. Mais là, c'était une erreur de la part de McLaren. Oui. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé de rendre la place. Alors que à Monza, c'était à la régulière, donc il n'y avait pas de raison que Piastri, entre guillemets, reste derrière. C'est pas les mêmes choses, donc c'est clair. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Dernière petite info, on a Birman qui remplace Kevin Magnussen pour ce week-end chez Haas, puisque Kevin Magnussen a pris pas mal de points de pénalité cette saison déjà, et donc il a atteint son quota de 12 points sur sa super licence. Et pour ceux qui le sauraient pas et du coup qui l'ont découvert, parce que je pense aux nouveaux qui arrivent et qui se disent mais pourquoi il est pas là ce week-end, quand un pilote atteint les 12 points sur sa... Alors, c'est pas comme nous, notre permis, nous on perd des points, eux ils accumulent des points. Et quand ils arrivent à 12 points, c'est un week-end de suspension. Donc là, Birman, qui d'ailleurs sera chez Haas, en plus la saison prochaine en tant que titulaire, remplacé du coup, Kevin Magnussen sur ce week-end. Et je trouve que c'était cool parce que ça nous a donné un petit avant-goût quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Je suis plutôt pas mal contente de l'avoir vu. Alors, on l'avait vu chez Ferrari, et Haas, c'est totalement différent. On peut pas vraiment comparer les deux week-ends. Et là, de le voir dans l'écurie dans laquelle il sera l'année prochaine, ça te donne un peu un ordre d'idée de ce qu'il est capable vraiment de faire dans une Haas et non pas dans une Ferrari en l'occurrence, comme en début de saison, quoi. Ah, totalement. Et puis en plus, ça rejoint un petit truc, c'est que les pilotes sont assez jugés sévèrement et que parce que il avait bien réussi dans une Ferrari, le niveau d'attente pour Birman allait forcément être assez haut. Est-ce qu'il allait marquer des points? Est-ce qu'il allait bien se faire à la Haas, etc. Et je pense aussi que faut quand même voir les choses. Ça reste une Ferrari, ça reste une Haas. Et pourtant, de toute façon, il a bien réussi son week-end, il a bien montré de belles choses. Et ça montre aussi un peu cet engouement qu'il y avait un peu autour de ce pilote déjà depuis l'année dernière, parce que l'année dernière, il se battait pour le titre de rookie, et qui montrait bien que Birman, il vient pas de nulle part. C'est pas pour rien qu'on en entendait parler et que c'est un pilote qui est prometteur en fait au final. Donc c'est cool de l'avoir vu rouler, et puis comme tu dis, ça va un peu annoncer la couleur de l'année prochaine, donc ça c'est assez cool. Ah ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient comme tu l'as dit, c'est pas des appréhensions mais des attentes par rapport à ce qu'il avait fait en début de saison, et je pense que là le monsieur est arrivé et a dit vous doutez de moi? Je vais vous montrer que non. Vous allez voir ce que je suis capable de faire dans une Haas. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est très cool. Il a fait un beau week-end, mais de toute façon, on va en reparler parce qu'il y a des beaux résultats autant chez lui que chez Colapinto. Donc, dans tous les cas, on va revenir sur le sujet parce que je trouve que c'est important aussi de parler de ces jeunes-là. Qu'on voit pas souvent, mais quand on les voit cette saison, ça on voit. Là, ça déménage. Et du coup, je te propose de passer sur les essais libres. Ouais, allez. En FP1, alors, dans tous les cas, sur les 3 séances d'essais libres, c'est soit drapeau rouge. Pour vous résumer les séances, c'est drapeau rouge tout droit. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. On a déjà eu un drapeau rouge en FP1 à 47 minutes de la fin, donc à 10-12 minutes du début, pour une petite pièce en métal vraiment toute petite en plus, mais qui était coincée sur la piste, qu'ils ont dû arrêter pour pouvoir enlever, parce que forcément voilà, il y a les pneus et tout ça, mais la pièce était vraiment même minuscule, quoi. Ouais. Drapeau rouge. Donc ça a commencé bien. On a eu pas mal de tout droit, comme je l'ai dit. Et on a eu Esteban, déjà, qui a eu une perte de puissance assez tôt dans sa séance. Perte de puissance moteur, qui a dû rentrer au stand. Il me semble que cette fois-là, il a pas été enlevé. Il n'a pas eu besoin d'être enlevé de la piste. Il est rentré par lui-même, hein. Non. Ouais, au départ, il était vraiment en gros ralenti, puis il est reparti.
Donc ouais, non, ça va. Il était rentré. Et dans tout le cas, il a dû arrêter sa séance tout court, donc c'est jamais très très cool. On perd beaucoup de temps. Une séance, c'est précieux, surtout pour Alpine cette saison. Je pense qu'ils peuvent pas se permettre de perdre des séances. Ah oui, non, mais puis même, la voiture est tellement pas performante cette année que c'est clair que les séances d'essai libre, et puis même de manière générale, sont tellement importantes pour le réglage, pour quoi que ce soit. C'est compliqué pour Alpine. Hein. On a un drapeau rouge pour Leclerc aussi qui tape le mur au virage 15. La piste était très poussiéreuse sur les 2 premières séances de sur. La 3e, ça allait un peu mieux, mais j'ai un doute. Il me semble qu'il restait quand même un peu de poussière toujours. Parce que la 3e était le samedi du coup. J'ai un doute sur la 3e, mais les 2 premières séances étaient vraiment poussiéreuses. Donc il a pris un endroit de la piste où il restait de la poussière, il a glissé et donc il va taper le mur au virage 15. Je pense qu'à ce moment-là, celui qui me dit qu'à ce moment-là, il a pas vu un remake de 2021, 2020, je sais plus, je le crois pas. Je le crois pas, c'est impossible. On y a tous pensé. Ouais, ah mais vraiment, mais cette scène. Là, tu le revois dans le mur. Première séance d'essai, enfin la manière dont c'est filmé, tu t'es obligé d'y penser, tu peux pas ne pas y penser. Donc le pauvre. C'est clair. Il a pas eu de chance, il a fini dans le mur, mais il nous a un peu fait rire quand même. On peut pas dire le contraire. Ouais. C'est pas le seul, par contre, parce qu'il y a Colapinto aussi, qui déclenche un drapeau rouge, et lui aussi va se mettre dans le mur, je sais plus à quel virage, je saurais plus vous dire exactement à l'endroit du circuit. C'était dernière partie de circuit, je crois. Au virage 4, et si je me trompe pas, il a pas tapé de pleine face, il a sur le côté. Si je sais plus quel endroit il a tapé, je crois que c'est le gauche. Donc ouais, déjà 3 drapeaux rouges en une séance, ça fait déjà pas mal, hein. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En FP2, on a Russell et Ocon qui changent de moteur. Et Colapinto, je l'ai marqué parce que ça m'a un peu... c'est pas que ça m'a marqué, mais qui a fait une belle séance quand même, malgré le fait qu'il soit mis dans le mur justement en FP1. Tu sais, je me suis dit, il va avoir besoin de reconstruire un peu sa confiance et du coup, il va être un peu moins à l'aise sur la FP2. Et pourtant, il a des bons chronos en FP2 quand même et il fait une belle séance, quoi. Ah oui, c'est clair, il a bien construit son week-end, surtout que sur Canal+, il le répétait sans cesse, j'ai l'impression, mais que c'était la première fois qu'il courait sur le circuit, donc c'était assez cool de voir qu'il avait pas perdu confiance, donc ouais, non, c'est cool. Ça montre en tout cas de belles choses, un bel état d'esprit chez lui, quoi. C'est clair. En FP3, on est reparti avec les drapeaux rouges. Ocon arrêté sur la piste pour alors deuxième fois pour la même raison à peu près, mais première fois arrêté sur piste, donc drapeau rouge. Et Birman aussi, du coup, on en a parlé tout à l'heure, drapeau rouge qui rate son virage et qui va pas s'encastrer de pleine face, mais qui va à peine taper sur le côté. Voilà, tout le monde a fait un peu son petit drapeau rouge, tout le monde est content. Hein, c'était des séances mouvementées. Tu m'étonnes. Ça a fait beaucoup là sur 3 séances. Hein. Ah, c'est clair. C'est clair, entre les drapeaux jaunes, les tout droits, les drapeaux rouges, c'était assez compliqué, les problèmes moteurs aussi, enfin, c'était... J'ai eu peur pour les qualifs presque. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais je pense que oui, au vu des séances, tu peux te dire qu'est-ce que ça va être pour la suite. Pour le coup, ça a été pas trop mal par rapport aux séances d'essai. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu 2 mondes dans le week-end. Genre, il y a vraiment eu les essais libres et genre tout le reste du week-end, tu vois. Les essais libres, c'était vraiment
le moment, crachez-vous, faites tout ce que vous voulez, lâchez-vous, mais tout le reste du week-end, après, c'est propre, c'est bien, c'est nickel. Bon, bien évidemment, il y a toujours des petits trucs, mais quand tu compares... Ah non, mais totalement. Totalement, et puis même, il y en avait qui étaient... à les entendre, c'était vraiment assez compliqué. Je pense à Leclerc qui a eu beaucoup de mal avec la voiture parce qu'il avait une pièce défectueuse, etc. Et au final, bon, on sait ce qui s'est passé, mais enfin, c'était vraiment, ouais, comme tu dis, tout le monde. Hein. Ah ouais. J'ai l'impression que personne n'était content de la voiture. On a vu Norris aussi en difficulté pendant les essais libres quand même, hein, avec sa voiture. Il a eu du mal, alors que pendant la course, il a bien réussi à s'en servir. Il y a eu Leclerc, comme tu l'as dit. Il y a eu Verstappen qui était pas content, qui s'en est plaint aussi. Il y a eu Lewis et toujours son souci de baquet. Enfin, vraiment, tous les problèmes que tu peux avoir sur 3 séances. Donc on clôture ce chapitre essai libre pour pouvoir parler des qualifications. Et là, c'est un peu plus calme. En Q1, on a un beau temps de Gasly, je voulais le souligner. On a un Gasly qui fait un 4e temps. Je sais pas d'où il l'a sorti, mais il était vraiment beau. Et puis on le souligne toujours quand c'est vers le bas, donc il faut aussi savoir le souligner quand c'est vers le haut. Oui, c'est clair. Mais après, en même temps, à la fin de la séance, la piste s'était tellement améliorée qu'il y en a pas mal qui ont réussi à nous faire de beaux trucs. C'est d'ailleurs ce qui en a piégé d'autres aussi. Hein. Oui. Du coup, on va en reparler juste après. Mais il y a toute cette piste qui s'améliore d'un coup et t'es pas au bon endroit au bon moment et tu rates ton truc et du coup t'es foutu. Mais même sur le début de qualification, je trouvais que c'était déjà compliqué. C'est pas le Norris qu'on a vu les derniers week-ends, tu vois. Il est pas devant et basta, tu peux rien dire. Et c'était un peu plus compliqué déjà. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que souvent en Q1, ils montrent pas tous le plein potentiel, on va dire, de ce qu'ils pourraient montrer. Mais c'est vrai qu'il n'était pas complètement devant, mais même aux essais, c'est vrai qu'il était moins à se montrer. Mais oui, malheureusement, il glisse sur le vibreur pendant son dernier tour. La piste s'est améliorée. C'était. Puis il y a eu ce drapeau aussi, je crois, qui a fait qu'il a lâché. Donc en fait, un concours de circonstances qui était assez compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a eu donc du coup pour ceux qui auraient pas suivi sur sa dernière tentative, vraiment à la toute fin de séance, la piste était vraiment bien meilleure qu'avant. Elle s'est énormément améliorée. Donc forcément tout le monde a amélioré, ce qui fait qu'il s'est retrouvé en bas du classement. Et lui, quand il est parti sur sa tentative, c'est une tentative qui a échoué. Je crois que c'est un vibreur. Il y a eu un souci. Il a glissé sur un vibreur, ouais. Et du coup, il perd trop de temps et en fait, il finit même pas sa tentative. Il rentre direct parce qu'il sait que de toute façon, c'est terminé pour lui. Mais c'est vraiment un coup de. Oui, t'es pas au bon endroit au bon moment. Enfin, c'est un coup de pas de chance pour le coup, je pense. Ouais, et puis en interview, il le disait bien, il dit, il y a eu ce drapeau qui a fait que, je crois que il a vu quelqu'un devant lui se crash, ou du moins, peut-être faire un tout droit ou quoi, il y a eu un drapeau, il a tout lâché, enfin, quoi qu'il arrive, il y a eu tellement de problèmes dans le dernier tour que voilà. Du coup, ce qui fait que, on a Norris, Zhou, Ocon, Bottas et Ricciardo en éliminés. Et du coup, on garde quand même les 2 jeunes encore dans la séance, donc Birman, Colapinto. On a Red Bull qui revient un petit peu pendant la Q2, qui remonte un petit peu, surtout Perez, mais Max aussi, qui reviennent un peu sur le devant, j'allais dire presque qui dominent la séance, mais en tout cas ils ont bien leadé la séance, ils ont plus montré que ce qu'on a vu les derniers temps. En tout cas, il y a eu plus de perfos trouvés que sur les derniers temps. En même temps, j'allais dire du côté de Perez, c'est pas très compliqué. Mais
C'est pas très gentil, donc je voulais pas le dire, c'est sorti tout seul. Mais Mais pour le coup, même du côté de Max, c'était mieux que les dernières fois, quoi. On peut pas dire le contraire. ah non, c'est clair, c'est clair. Bierman devant Hülkenberg aussi, important à souligner, je trouve. C'est clair. Franchement, très très étonnée. Alors après, Bierman sort du coup en Q2 en se classant 10e, si je dis pas de bêtises. 11. Mais il était, oui, c'est ça. Et je le revois, il était très énervé à la fin de séance. Et il en a parlé en interview, mais je sais plus pourquoi. Il disait qu'en gros, il sentait qu'il pouvait aller chercher plus. Il y a rien eu de particulier, mais il était vraiment hyper énervé parce que mais il savait qu'il sentait qu'il pouvait aller chercher plus et qu'il avait à aller chercher plus. Donc on a vu un Bierman très frustré, je dirais presque, ouais. Oui, oui, et puis c'est vrai que Bierman, c'est quelqu'un qui a cette rage de gagner, qui a ce truc-là, et donc forcément, en plus il s'est fait, je crois, sortir par Hülkenberg, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, et même se dire que t'as raté à ça, c'est tellement rageant. Donc ouais. Ouais. Puis on revient au point de départ où on disait que il y avait aussi ce besoin entre guillemets de prouver que la fois chez Ferrari c'était pas une unique fois et qu'il était capable aussi peut-être de faire mieux. Donc il y avait peut-être un petit peu ce truc là aussi qui rentrait en jeu et il avait envie de faire mieux, forcément encore plus quoi. Mais du coup non, c'est même pas Hülkenberg qui l'a sorti parce que Hülkenberg est out en Q2. Ah oui, non, j'ai des bêtises. J'ai un petit doute, mais en tout cas, on a Hülkenberg, Stroll, Bierman, Tsunoda et Gasly éliminés en Q2. Et du coup, on garde les deux Williams en Q3. Et ce n'était pas arrivé depuis je ne sais plus combien de temps, mais ça fait très 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 longtemps, j'ai plus la date en tête. Pas depuis le début de saison en tout cas, ça c'est sûr. Pas la saison dernière, c'est sûr. C'est une belle performance des Williams. C'est un beau résultat pour eux, rien que... Même si, je vais dire, genre, sur la course, ça se sera un peu moins bien passé. Rien que les qualifs, c'était un beau résultat pour eux d'arriver les deux en Q3 quand t'as Colapinto qui est jeune, qui arrive. Chapeau. Ah non, c'est clair. Mais même depuis le début du week-end, on voit que les Williams, elles étaient là. Ouais. On voit, je sais plus quelle séance d'essai libre où ils étaient quand même assez devant Albon et Colapinto. C'est un circuit qui est fait pour les Williams. Donc non, ils ont montré de beaux trucs et c'était trop bien de voir justement les deux en Q3. Et comme tu dis, deuxième course de Colapinto. Et il est là, il montre qu'il est devant et que le choix est bon de l'avoir au final mis dans le baquet. Donc non, c'était trop cool de voir. Ouais, ça restait un choix risqué de toute façon pour Williams dans le sens où c'est pas le pilote dont on entendait le plus parler, c'est peut-être pas celui auquel on prêtait le plus d'attention et duquel on attendait le plus de choses. Et au final, ils montrent des perfos qui sont... il y a des fois vraiment impressionnantes quoi. On reviendra un peu dessus sur la course, mais là en qualif, il arrive quand même à se placer devant Albon. Lui est 8e et Albon est 9e, donc ouais, les gens ont peut-être pas misé sur lui, mais au final, il est là et il montre ce qu'il a montré et je trouve ça vraiment beau à voir. Ah ouais, c'est clair. Même moi, la première, moi qui regardais la F2, on n'en entendait pas spécialement parler, on le voyait pas forcément. C'est pas un pilote qui a fait des coups d'éclat, on va dire, dans ces catégories juniors. Donc je me suis dit bon, allez, ce sera l'objectif de pas trop coûter cher à Williams. Et finalement, il montre aussi que oui, d'accord, c'est un circuit où les Williams fonctionnent très bien, mais comme tu dis, là où qualifié Albon, donc c'est quand même pas mal à montrer. On parlait tout à l'heure du coup Norris qui se loupe en Q1. On a Max qui se loupe en Q3, secteur 1, et du coup qui se classe 6e. Pas incroyable, sachant que Pérez devant fait une belle qualification et se place 4e. Alors on sait que Pérez est très à l'aise dans les circuits urbains.
C'est son truc de prédilection. C'est une histoire d'amour carrément, mais voir Max derrière Perez, ça fait bizarre quand même. Hein. C'est clair, ça fait 2 ans que Perez, il est en difficulté. Ouais. En très grosse difficulté. Et on sait que là, Red Bull a apporté des améliorations qui ne marchent pas. Et ils cherchent à comprendre pourquoi, justement, ils sont autant en retrait. Mais voir Max derrière Perez, c'est tellement étonnant. Tu regardes à des fois pour être sûr que t'as bien vu et que tu t'es pas trompé. Mais non, Max est bien derrière Perez pour ce départ et à l'arrivée de la course aussi d'ailleurs. On n'en reparlera pas forcément, mais à l'arrivée de la course aussi. Hein, finalement, Max a été derrière Perez tout le week-end. Que voulez-vous ? Ça doit faire bizarre à Perez, je pense, mais c'est bien pour lui. Ça lui redonnera peut-être un petit peu de confiance aussi. Hein. Oui, c'est clair. Peut-être qu'il va montrer de nouvelles choses. C'est Leclerc qui décroche la pole position devant Piastri 2e et Sainz 3e. Je te propose qu'on en parle de cette course. On y vient à ce sujet principal. Il y a un petit paquet de choses à dire quand même. On en parlait juste avant, du coup. Il y a eu... Alors, du coup, on a 2 avis un peu différents, mais moi, je trouvais qu'il y a plein de choses qui se sont passées un peu partout, devant, derrière, au milieu, peu importe. Enfin, il s'est passé plein de choses. Mais il y a eu un moment donné où... Vraiment, c'était long. C'était très, très long. Et entre le 40e tour de course et le 50e, j'ai l'impression qu'il s'est passé 4 heures, alors que, non, du coup, il s'est passé peut-être 13 minutes, grand max. Mais ça a été très, très long. Et Clémence, je me disais, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de trucs, que ça a bougé de partout. Ouais, c'est ce que je te disais. Moi, je regardais surtout la remontée de Perez, Perez qui était quand même assez menaçant. Il y avait pas mal de choses aussi dans le midfield et tout. Donc moi, je regardais un peu partout. Je voyais tellement de choses. Mais c'est vrai que le milieu de la course a un peu traîné en longueur. C'est clair. Et on va en parler. Justement, pour cette course, du coup, avant le départ, on a comme info Hamilton qui part des stands pour des changements de réglage et Gasly qui part des stands pour une disqualification. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que ce n'était pas fini pour Alpine. Gasly, il est parti de la piste. Il était 17e. T'es sûr ? Ah ouais, oui. Je le vois 17e. partir de... C'est qui est parti ? Mais il y a une Alpine qui est partie des stands, non ? Ocon. Ok, donc Ocon part des stands et Gasly part 17. Moteur. Ok, autant pour moi. Mais alors... Mais en fait, du coup, dans ma tête, je me disais, les 2 Alpines n'ont pas eu de chance ce week-end, mais Ocon n'a pas eu de chance ce week-end, en fait. Gasly, ça va très bien. Oui, Gasly, ça allait, hein. Mais il était en retrait, mais c'est surtout Ocon qui a eu un week-end affreux. Mais oui, en fait, dans ma tête, c'était partagé, tu vois. J'étais vraiment persuadée que c'était Gasly, et du coup, je me disais, ça va pour une fois, c'est un petit peu partagé sur le week-end. Gasly, il est parti 17e disqualification des qualifs, et Joe est parti 18e, mais ça, on le savait, c'était la pénalité, Mais c'est Hamilton et Ocon qui sont partis. Mais Ocon, vraiment, mais... ça paraissait logique. Ouais, mais ça paraissait logique, puisqu'au final, quand tu regardes toutes ces séances, tous ces roulages de ces livres, c'était assez compliqué, forcément, qu'il fallait que je change un truc au moteur, quoi. C'était plus que compliqué. La preuve, hein, du coup, il s'est arrêté 2 fois pendant une première et 3e séance. Donc oui, c'est sûr que vu comme ça paraissait logique. Après, tu te dis, ça fait quand même beaucoup de week-ends compliqués pour Ocon, quoi. Je pense qu'il commence à serrer des dents et à se dire, allez, pourvu qu'on soit vite à la saison prochaine. Ah, je pense que il l'attend avec impatience. Tu m'étonnes. Du coup, départ pour la plupart en médium. Il y a quelques décalages de stratégie en hard, mais vraiment pas beaucoup. On a notamment, je crois, Norris qui part en hard. Dans le haut de
dans le haut de La grille. de grille. Waouh, merci, c'était dur à trouver celui-là. J'ai perdu mon mot. Sinon départ en médium et pour une fois, on a un... Enfin, pas pour une fois, non. On a un départ qui se passe bien. Leclerc prend un bon envol. Les positions ne changent pas vraiment dans les 3-4 premiers. Il y a Norris qui récupère quand même 3 places d'un coup dès le début de course. Et il partait quand même 15e. Enfin, de base, il partait 17e, du coup, avec Hamilton et Ocon, il partait 15e. Donc ça le fait déjà remonter quand même pas mal. Il est presque déjà au port du top 10. Et Leclerc qui garde son avantage après le premier virage et qui va commencer à partir de ce moment-là à creuser l'écart sur Piastri assez fortement dès cet instant-là. Au 12e tour de course, je crois qu'il a déjà 4 secondes et quelques. Ouais, c'est ça. On a eu une petite touchette tout court entre Tsunoda et Stroll. Répercussions des deux côtés pour le coup parce que Tsunoda abandonne. Il y a beaucoup trop de dégâts sur la voiture. Enfin, clairement, il ne pouvait pas continuer la course. C'était juste pas possible. Faut pas, voilà. Et Stroll abandonnera lui aussi, mais pour le coup un petit peu plus tard. Pas tout de suite. Donc répercussion des deux côtés quoi finalement. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que quand tu regardes l'image, bon, c'est vrai que ça aurait pu être évité. Oui. Mais oui, c'est vrai que Tsunoda était en difficulté bien avant. Lui, dès le début, on le voit chuter dans le classement et au final, il a abandonné au 16e tour, je crois. Ouais. Et voilà, mais ouais. Il a mis un peu de temps. Pour moi, mis un peu trop de temps, je trouve, à abandonner dans le sens où il savait qu'il y avait plus de perfo dans la voiture parce que il laissait de toute façon passer. Il laissait passer les autres en fait et il continuait et je me suis dit à un moment donné mais quand est-ce qu'il va prendre la décision de se dire de toute façon je laisse passer tout le monde au lieu de laisser passer tout le monde ben je m'arrête, j'abandonne. Enfin ça sert à rien, la voiture était, tu peux pas continuer avec une voiture dans cet état-là, tu sais que ça ira pas. Non, c'est clair, vu le trou qu'il avait. Mais après, peut-être que c'est l'écurie qui lui a demandé de, de faire quelques tours de route de plus. Mais oui, il pouvait pas aller au bout du Grand Prix. Hein. Non, mais oui, quand je te dis Tsunoda, bien évidemment, je comprends toute l'équipe, hein, mais j'ai pas compris la décision, tu vois, pour le coup de le laisser faire passer tout le monde. Je pas chercher d'explication parce que je pense pas qu'il y en ait une qu'on sache, mais les deux abandonnent, ouais, ça a quand même pas mal de répercussions. Et on n'a pas d'autres alors si, on en a un autre, mais on va en parler tout à la fin, je le garde pour la fin, mais on n'a pas d'autres incidents entre deux pilotes pendant la course. Effectivement, en termes d'événements, on va dire, de vraie action, c'était un peu plus lent. Bon, on en a eu quand même, hein, puisque Leclerc a pas gardé la tête de course. C'est Piastri qui va le reprendre au tour 20, avec une belle bataille quand même. Les deux, vraiment, en ce moment, c'est une histoire d'amour. Il faudrait qu'ils se lâchent parce que vraiment, ça va me faire un arrêt cardiaque un jour. Mais la bataille était belle. Le dépassement de Piastri est osé et assumé. Et j'en parlerai, du coup, dans les actus de la semaine en fin de semaine. Vous l'aurez en avance. Mais Piastri disait après la course que à ce moment-là, il avait tenté un petit peu avant, mais il avait trop usé ses pneus. Donc son ingénieur lui a demandé de rester derrière Leclerc et de plus tenter ce genre de choses. Et à ce moment-là, en fait, Piastri a juste décidé de lui-même de retenter et de dire « Ok, j'écoute pas mon ingénieur, tant pis, j'ignore ce qu'il me dit et j'y vais. » Et je trouve déjà de te dire « Ok, je prends le risque. S'il faut assumer les conséquences, c'est moi et moi seul parce que mon ingénieur me l'aura dit, tu vois. » Et le fait de commencer ton dépassement et t'es pas sûr que ça passe, mais t'as pas un doute,
il y a pas un moment donné où il s'est arrêté, enfin, tu vois qu'il a douté, c'est vraiment, j'y vais, je m'engage, j'y vais à fond, et basta, quoi. Ah non, c'est clair. Et puis le mouvement vient de loin. Ouais. Il a été vraiment jusqu'au bout dans le virage où ça aurait pu, au final, être avec conséquence, hein, parce que si Leclerc le voit pas arriver, bah tous Ouais. les deux finissent dans le tas. Donc non, non, le dépassement était très, 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 très beau. Et franchement, c'est beau de voir ce genre de dépassement-là. On en voit peu, beaucoup, Mm. mais euh, mais ouais, c'est clair. Et puis on voit que Leclerc a essayé après. Mais c'était Plusieurs compliqué. fois. Ouais. Et ouais, il a essayé plusieurs fois j'allais dire de repasser, de retenter du moins. Ouais. Ça a jamais abouti, hein, pour le coup. Et au final, ça nous fait une course quand même avec un pilote qui est devant, mais qui est pas devant avec 40 secondes d'avance. Et tu te dis, ok, c'est bon, tranquille, ça passe largement. Et tu sais que voilà, dès qu'il l'a passé, c'est bon, c'est fini. T'as Oui. quand même encore ce petit truc de peut-être, on sait jamais. C'est vrai que oui, oui, Leclerc reste beaucoup au contact. Je trouve, alors effectivement, il avait cette envie d'aller la reprendre, mais je trouve que Leclerc, à l'inverse de Piastri justement, était plus timide dans ses actions. Il était beaucoup plus frileux, alors que je pense que Piastri, lui, il aurait pas cherché, il aurait fait mieux. Mais C'est c'est possible. peut-être, c'est peut-être ça qui lui a coûté au final. Mais oui, oui, c'est clair que c'était intéressant de voir qu'au final, comme tu dis, l'action elle est faite et c'est pas fini. Il reste quand même plusieurs tours où on se dit, est-ce que, Ah, puis il n'y a pas que Leclerc, tu vois, bah, je crois que, il me semble que c'est toi qui me l'as dit juste avant. Euh, on pense forcément à Leclerc parce qu'il est deuxième, mais t'en as d'autres aussi derrière, comme ça a été le cas du coup pour George en fin de course, qui, s'il y avait eu quelque chose avec Leclerc ou qu'il y avait eu un problème sur Leclerc, n'était pas trop loin pour pouvoir espérer revenir et peut-être tenter au moins une fois quelque chose, quoi. Ils étaient pas hyper loin derrière et ouais, voilà, t'as que Leclerc qui peut. Non, je pense que ceux derrière, il y aurait eu quelque chose devant, ils auraient aussi pu aller chercher, au moins essayer de chercher, quoi. ah oui, oui, c'est clair. Mais déjà, rien que ça, déjà, c'est un moment, mais il est à la Mm. bataille. Ensuite, on a eu Pérez qui a réussi à racoler vers la fin de la course. Ce qui fait qu'en fait, la tête était quand même assez Ah, danse, mince. ouais. On avait Norris, Verstappen, Russell, donc les trois, qui se chassaient aussi. Non, non, c'est vrai qu'on avait, en fait, on avait beaucoup de petits groupes comme ça, qui Ouais, étaient très raccrochés et très à l'attaque. Donc c'était hyper intéressant à voir. justement, quand on parle de Norris et Verstappen, il y a eu une petite bataille aussi entre eux. Alors on sait que forcément il y a la grosse bataille pour le championnat. C'est vraiment question de point de vue. Est-ce que Norris repassera devant Verstappen? On sait pas, on attend. Mais là pour le coup, pendant la course, il y a eu aussi une petite bataille et Norris a réussi à repasser Verstappen alors que Norris partait quand même 15e. Oui, Rappelons-le. Verstappen partait 6e. Donc Norris a quand même réussi à remonter déjà à 9 places, donc c'est une belle remontée déjà, faut le souligner. totalement. Il a fait une belle course, même si il a fait un peu sa course à part des autres, parce que bah voilà, le but pour lui c'était vraiment de remonter le plus haut possible. Il savait qu'il allait pas jouer un podium et une victoire, mais il a fait une belle course quand même. Et puis bah deuxièmement, le fait de voir Verstappen se faire passer par un Norris qui part 15e quand Max part 6e, quoi. Non, c'est clair que Max était en difficulté ce week-end-là. Il n'était pas du tout, on le voyait pas en fait. Il était complètement, Mm. je dirais pas largué, mais c'est vrai que il était très en retrait. Il avait beaucoup de problèmes avec la voiture. Il s'en plaignait pas mal. Il disait pour les freins, etc. Non, non, c'est C'est vrai vrai. que très compliqué. Hein. Ouais, il était un peu absent. Mm. Je, je, je crois que il le disait en interview, il me semble que c'est avec Canal+, mais je j'ai pas envie de venir de bêtises.
Les week-ends comme ça, bah psychologiquement c'est compliqué parce que t'es nulle part en fait. Ouais. T'es ni devant, t'es ni derrière, t'es vraiment nulle part et t'as pas le choix de te positionner là parce qu'en fait ta voiture est en capacité de rien faire de... c'est un peu compliqué de dire ça, j'allais dire ta voiture est pas en capacité de faire mieux, mais finalement Pérez a réussi à faire mieux aussi, tu vois, donc en qualification ça se jouait, la voiture pouvait jouer au moins une 4e place en qualif. Après le pilote lui était... Il s'est raté en qualif et en fait ça lui a coûté gros quoi. C'est autant Norris que Verstappen, mais comme tu le dis, Norris au moins lui a la belle remontée, alors que Verstappen, bah au moins il se maintient, c'est déjà pas mal. mais effectivement, comme tu dis, il est nulle part en fait. Et ça a été très très compliqué et surtout pour le championnat quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En début de week-end, tu vois les qualifs, tu te dis ok, Verstappen prend pas la pole, mais au moins tu sais que il va reprendre des points sur Norris pour le championnat. Et voilà, tu sais à peu près approximativement où tu vas, sachant que t'en as qui part 15e, un qui part 6e, il y a pas grand suspense. Et finalement, pas du tout en fait. Norris a repris des points à Verstappen au championnat. Samedi, tu viens me voir. Samedi soir, tu viens me voir. Tu me dis, demain, Norris reprend des points sur Verstappen au championnat. Je te dis, mais comment c'est possible? Parce que je ne voyais pas un Max dans cette situation. Avec toute l'image qu'on a gardée de lui des derniers temps, et là, du coup, un peu moins, qui commence à s'estomper, là, vraiment, mais qu'on a eu de la saison dernière, notamment, je ne pouvais pas imaginer un Max dans cette position, tu vois. Oui, c'est sûr, mais en fait, tellement la voiture, enfin la Red Bull en tout cas, n'évolue plus là où les autres évoluent. C'est vrai que c'est très compliqué de voir Max en difficulté comme ça et ne pas gagner depuis un certain nombre de prix maintenant, de grands prix maintenant. Là où la McLaren, elle pour le coup, est devant. Et ça, on peut l'affirmer, elle est devant. Les autres commencent à la rattraper, mais c'est quand même une voiture qui se montre assez solide sur pas mal de grands prix. Moi, je savais que Norris allait remonter, mais c'est vrai que je pensais que Verstappen allait rester un peu plus devant. Mais la chance a été aussi, enfin la chance. Le bon pari a été aussi également la stratégie des pneus pour Norris. Vraiment, c'est ce qui l'a beaucoup aidé. Mais c'est clair que on n'est pas habitué à voir Red Bull dans cette situation-là. Je dirais même plus, tu vois, je dirais on n'est pas habitué à voir Max dans cette situation-là. Tu m'aurais dit Pérez dans cette situation-là, ok, il y a pas de, voilà, il y a pas de débat de ce qu'on en voit les derniers temps. Mais en fait, les choses ont tourné entre guillemets tellement vite que je sais pas si c'était le cas de beaucoup de monde, mais tu sais, dans ma tête, il y a encore un peu ce truc de ok, McLaren remonte, mais Verstappen peut encore garder la tête. Il y avait encore ce truc de Verstappen peut garder la tête du championnat facilement. Et plus on avance, et plus je me rends compte qu'en fait ce truc il s'efface tellement vite avec l'avancée des grands prix que des fois j'ai un peu du mal à y croire, tu vois. Je me dis mais comment? C'est clair que la saison 2024 a tellement été rapide dans plein de sens. On a eu un moment on pensait que Ferrari était complètement à l'arrêt. Et finalement, pas du tout. Pareil pour Mercedes. McLaren est remonté. N'était pas si loin non plus au départ, mais du moins s'est montré extrêmement à l'avant contre Red Bull, où pourtant on a été du coup habitué à 2-3 saisons où c'était une voiture extrêmement performante. Et là, ils n'arrivent plus à la faire fonctionner. Non, ils n'arrivent plus à prendre l'avance qu'ils avaient. Et là, on se dit, bah mince. Et c'est vrai que, comme tu disais, moi j'ai eu le débat notamment sur Thread avec plusieurs personnes qui disaient non mais Max il a trop d'avance. Et je me suis dit ouais mais la Red Bull ne fonctionne plus autant. Et si
Et si finalement il ne fait plus de podium, et ben finalement les points que Norris, lui, pour le coup, là il se serait pas raté, il aurait été devant. Ben c'est plus si déconnant de l'imaginer se battre pour le championnat. Et même au-delà de ça, il y a plus que Norris dans l'équation, parce que quand on regarde le championnat pilote, et ben potentiellement il y a plus que un pilote qui pourrait se battre pour ces places-là. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Je pense on peut arriver dans une situation à un moment donné en fin de saison où ça va devenir très très intéressant à regarder de près et à regarder chaque point de chaque pilote après les courses, parce que potentiellement ça peut. Je pense que au championnat constructeur il n'y a pas vraiment grand suspense. Pour moi, voilà, t'arrives quand même dans une écurie où McLaren, t'as 2 pilotes qui sont très solides, qui sont vraiment... Ils sont là, la voiture marche, les pilotes marchent, l'équipe marche. Donc pour moi, il n'y a pas grand suspense. Je vois pas qui peut aller challenger ça actuellement. Mais au championnat pilote, je m'avance pas sur le gagnant. Ouais, moi, étonnamment, même pour le constructeur, hein, tu vois. Parce que, quand tu penses, moi, je regarde un peu à chaque fois où Max a pêché, Norris n'a pas aussi été là pour marquer les points qu'il aurait pu prendre. Au final, à chaque fois, Max a pêché, Norris aussi. Donc en fait, il y a toujours ce truc où il y a des fois où Norris a réussi à prendre pas mal de points, mais là, c'était l'occasion. Je sais plus quelle course également où au final ça avait été Monza aussi, où il aurait pu se montrer bien plus à l'avant, et au final il n'était pas là, alors que Verstappen était beaucoup plus à l'arrière. Et quand tu regardes Ferrari, ils sont toujours plus ou moins constants, les deux pilotes ils sont dans les mêmes points, parce que si tu regardes là actuellement, Ferrari c'est 425 points, Red Bull 456 et McLaren 476. Donc si tu prends des fois où t'as Oscar qui est complètement devant, mais Norris pas trop, mais qu'à l'inverse, t'as 2 pilotes Ferrari qui sont l'un après l'autre, et ben finalement, ça peut aussi se jouer. Donc en fait, disons qu'on a été habitué à des saisons tellement stables en termes de performance pour chacune des écuries, que là, c'est assez cool à voir que rien n'est joué. Ça fait vraiment du bien. Du coup, je crois que c'est la saison dernière, en début de saison, j'en parlais, je disais, l'année dernière, on a vraiment, là, moi, c'est la période où je décrochais vraiment. Parce que, on reprenait, et en fait, tu reprends dans le même truc, et t'es reparti. Et j'ai complètement décroché. Et là, même si on a 2 week-ends de suite, comme les 2 semaines là qui vont suivre, j'ai super hâte de retrouver la F1, parce que je sais que je ne sais pas qui va gagner, que je ne sais pas qui va marquer des points, que je ne sais pas ce qui va... en fait, tu retrouves vraiment le truc que je pense on est énormément à aimer dans le sport auto. C'est, t'as ce truc de tu sais pas ce qui va se passer, et en un claquement de doigts, tout change et tout bascule. Et c'est le truc magique qu'on avait perdu la saison dernière, en fait. Ah non, mais c'est clair. Et puis en plus, vraiment, il y a ce truc, donc déjà que la voiture, suivant le circuit, il y en a qui sont complètement à l'arrêt, alors que ça va normalement. Donc tu te dis, mais pourquoi? Donc il y a vraiment cette excitation que comme tu dis, on retrouve. Et moi, c'était pareil l'année dernière. Je pense que il y aurait pas eu le marché des transferts 2024 qui allait arriver. Il y aurait pas eu certains trucs. Je pense que j'aurais pu regarder le loin, entre guillemets. Je me serais pas désintéressée parce que j'aime trop. Mais effectivement, bon, on savait qui était où. C'était pas une surprise. Donc ça fait du bien. Je pense qu'on aurait... honnêtement, je pense que t'aurais pas été la seule. Tu vois, il y aurait pas mal de monde qui aurait... C'est pas vraiment décroché, comme tu dis, c'est pas t'éloigner, mais tu regardes un peu de loin et tu vas aller plutôt regarder d'autres catégories. Du coup, je pense que ça nous aurait forcé beaucoup, pour certains, à aller regarder d'autres catégories où il y a ce suspense, et à laisser, entre guillemets, un peu la F1 de côté. Et je pense qu'elle aurait perdu un peu en visibilité si on avait revécu la même saison que la saison dernière. Je pense que, comme tu dis.
Ouais, bah c'est surtout qu'en plus, enfin, la F1 a pris énormément de visibilité pour plein de raisons. Il y a eu les Ouais. séries, il y a eu les machins et tout. Et forcément, quand tu viens de certains trucs t'ont attiré, tu te dis, Mm. ok, ça va être méga excitant. Et Mm. puis là, t'arrives dans un championnat où, au final, Pas du tout. voilà. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui ont dû être ouais, assez déçus et se dire, bah mince, bah, c'est pas si excitant que ça la F1. Et en fait, Mm. la 2024 est arrivée, alors que je pense qu'on n'était pas beaucoup à parier là-dessus. 2024 est Non, arrivée et a dit, les gars, ça je va tout suis là. changer. Ouais, ouais. Non, Vraiment. on n'aurait pas parié dessus, je pense pas. Non. Oh non, non. Et puis, enfin, vraiment, la saison ne s'arrête pas. Tu ne peux pas ne plus regarder les réseaux, les actualités et tout pendant une semaine. Il Ouais. se passe toujours des trucs. Oui, c'est vrai que même en dehors de la piste, elle est bien plus... Bah, après, enfin, voilà, toute la nouvelle réglementation, Hmm. etc., et le marché des transferts, on savait que ça allait être une saison charnière dans tout ce qui est transfert. Mais en fait, de tous les aspects, elle est tellement plus intéressante et c'est tellement bien. C'est clair. Genre, on revit en fait, vraiment. Ouais. Mais du coup, ouais, pour en revenir à la course, et justement, on va passer à un truc super intéressant. Enfin, super intéressant, pas cool, mais qui a vraiment dynamisé la fin de course. Le moment où je commençais à m'endormir, oh bah, je me suis vite réveillée, tu vois. C'est le crash Sainz-Perez. Ils finissent tous les deux dans le mur. Alors honnêtement, je n'arrive pas à me mettre d'accord sur qu'est-ce que j'en pense. Un coup, je me dis c'est un fait de course, et après je me dis ah ça aurait pu être évité quand même de la part de Carlos, et après j'arrive pas à me mettre d'accord sur ce que j'en pense. Pour vous poser les bases, on a une virtual safety car en fin de course, les 2 derniers tours de course, puisque Perez et Carlos se mettent tous les deux dans le mur. Drapeau rouge était un peu tard pour être sorti. Enfin, ça c'est un autre débat encore. Mais pour le coup, c'est une virtual safety car. Et c'est Russell du coup qui est juste derrière les deux pilotes qui récupérera la 3e marche du podium, ça on en reparlera un peu plus tard. Mais ouais, ce crash, j'arrive pas à me fixer un avis définitif dessus. J'en parlais ce matin. Je dis mais tu sais, j'arrive pas. Bah, en fait, le truc, c'est, je pense que tout le monde a cette vision-là parce qu'en fait, c'est, alors je dirais pas 50-50 parce que pour moi, Perez a une plus grosse vue que Sainz. Parce que Ouais, mine de rien, ouais. la position de Sainz, de Perez, même si Sainz sait que Perez est là, la position de Perez est quand même assez difficile à voir pour Sainz. Oui, Alors que plus Perez, compliqué. voilà, alors que Perez voit où est Sainz, donc effectivement, mais il n'y a pas de gros coup de roue de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas un truc qui fait que, ok, en fait, c'est lui qui a déconné, qui est sorti de sa ligne. Non, tous les deux, on fait un, Ouais. on fait un bisou. Ouais, Donc, non mais y a un gros débat là-dessus, mais du coup j'ai l'impression que tout le monde a la flemme d'en débattre parce que on peut jamais. C'est les trucs où tu tombes jamais d'accord. J'ai presque envie de te dire que c'est un fait de course, mais comme tu le dis, tu vois, Sainz a une moins bonne visibilité que Perez, et en même temps, qu'est-ce qu'aurait pu faire Perez avec le peu de temps de réaction, enfin le peu de temps qu'il a, enfin, tu vois. En fait, c'est trop compliqué et on n'a pas eu énormément d'images de. Je trouve qu'on a eu vraiment des images. Alors, pour le coup, c'est le moment où je m'endormais, donc possiblement c'est moi qui les ai pas vues. Mais je trouve qu'on a eu que les images, tu sais, vraiment vues aériennes et pas fast. Ah ouais? Parce que, alors moi j'ai vu les on-board, j'ai vu l'aérien, Ah, je ça, sais plus j'ai si on pas. avait, Je sais pas je regarder crois le board. je crois qu'on a eu deux faces, si je me trompe pas. Mais en fait, le truc, il est que tous les deux étaient à la bataille. Donc en fait, Oui. tu sais que l'un ou l'autre, ils vont être prêts. Et c'est vrai que en fait, même si tous les deux sont plus ou moins restés dans leur ligne, disons que Carlos était plus contre le mur. En fait, c'est tellement difficile à juger. Ouais. Tellement difficile. C'est pour ça que je te dis, j'arrive pas à avoir un avis posé définitif parce que à chaque fois, je vais parler avec quelqu'un, il va te donner un argument et tu te dis ah c'est vrai que, et après t'as le côté inverse et tu vois Ouais.
La situation est compliquée à définir, je pense. Du coup, justement, dites-nous ce que vous en pensez et de quel côté, entre gros guillemets, vous mettez la faute. Ou est-ce que pour vous, c'est juste un fait de course, un incident de course, comme ça arrive plein de fois. C'est pas un truc où on peut se dire, là, lui, c'est lui. Tu peux pas pointer quelqu'un du doigt. Donc, oui. Non, clairement. En tout cas, il y en a un de sûr qui en profite, c'est Russell. Hein. De toute façon, je crois que c'est déjà la deuxième fois que il est placé au bon endroit au bon moment. Alors lui, par contre, vraiment, lui, c'est le bon endroit au bon moment. C'est pas comme Norris. C'est vraiment, ça fait 2 fois. Là, il était juste derrière Carlos et Perez. Donc, il récupère la 3e place et il récupère, du coup, une place sur le podium. Lui, vraiment, il a les bons filons, hein, il est bien. Mais au final, je sais plus, on en avait déjà débattu, mais au final, c'est aussi une stratégie. En vrai, c'est soit ça paye pas. Je pense pas que c'était fait exprès. Je pense honnêtement pas que ça soit fait exprès de rester derrière. Mais ça peut être une stratégie. C'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Lui, il a de la chance, ça fonctionne à tous les coups. Donc Russell récupère la 3e place sur ce podium pendant cette safety car. On a du coup une victoire de Piastri qui a gardé la tête de course et qui a bien géré sa course. Suivi de du coup Leclerc et Russell, mais juste comme ça on a du coup McLaren qui reprend la tête du championnat avec les points qui ont été marqués, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, et Colapinto et Birman qui sont tous les deux dans les points, qui sont 8 et 10e, et ça c'est très 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 cool à voir. Ça fait plaisir. Ouais, totalement, c'est vraiment très très encourageant. Encore une fois, Colapinto n'est pas extrêmement loin de Albon, pareil pour Birman, il est pas loin de Hülkenberg, et c'est là où tu te dis ok, face à des pilotes d'expérience qui connaissent leurs écuries, en fait ils sont quand même là, ils sont pas complètement à l'arrêt, donc c'est très 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 encourageant. C'est encourageant et je trouve que ça montre, tu vois, un beau côté aussi de la jeunesse enfin de la génération qui est notre génération, hein. Je sais pas pourquoi je dis la jeunesse parce que je suis plus vieille qu'eux même, mais tu vois, de toute cette génération qui arrive et qui a du mal à se faire une place parce que les pilotes qui sont là actuellement en F1 n'ont pas forcément des âges auxquels ils partent, ou alors ne sont pas forcément dans des positions de partir de leurs écuries, de leur place, de leur maquet, et donc de laisser de la place. Et pourtant, la génération qui est derrière est extrêmement prometteuse et montre qu'elle peut être à la hauteur des pilotes qui sont actuellement en place en F1. Et je me demande, tu vois, enfin, je me dis que peut-être ça peut les rebooster un peu aussi, tous ces pilotes qui sont là actuellement en place en F1, en se disant, écoute, ils sont capables de faire les mêmes résultats. C'est clair que, surtout qu'en plus, je pense que il y en a plus d'un qui ont été surpris par cette décision de Williams, parce que c'est plus une décision que nous a habitué Red Bull, enfin du moins la filière Red Bull, à faire donc en milieu de saison. Et c'est là où on se dit ok, en fait personne n'est à l'abri, si je peux dire, et qu'effectivement on a une génération qui arrive, qui en veut, et qui est aussi solide que la génération des justement Leclerc, Albon, etc. En fait, on a 2 gros noyaux de génération qui sont extrêmement prometteurs. Moi, je vois, du coup, vu que je suis la F2, il y en a plusieurs qui mériteraient d'arriver en F1. Et c'est clair que, comme tu dis, peut-être aussi, ça se dit, ok, à tout moment, et c'est là aussi que ça montre que la F1, ça reste une catégorie tellement prisée, et que les places sont très chères, parce qu'en fait à tout moment je fais pas de job, c'est au revoir, et puis il y a quelqu'un derrière moi qui arrivera et qui fera peut-être mieux justement, donc c'est vrai. Non, en tout cas il faut pas les oublier, et peut-être je me faisais la réflexion de ça ce week-end, je pense que peut-être ça peut aussi inciter certains qui regardent que la F1 à commencer à aller regarder la F2, alors la F3, F4 peut-être pas, mais en tout cas la F2 déjà pour commencer, parce que ils les ont vus sur ces week-ends de F1 et qu'ils ont vu à quel point ils étaient prometteurs,
Et du coup, juste, ouais, ça t'encourage ou ça te donne envie, en tout cas, d'aller voir ce qui se passe dans ces catégories-là aussi. Ça serait bien si on pouvait le faire chez les femmes aussi, malheureusement, c'est pas le cas, mais voilà, je me dis que tant que ça pousse un peu les gens à aller voir aussi d'autres catégories, bah, ça apporte toujours du positif, hein. Ah oui, oui, c'est clair. Et puis, enfin, comme tu le dis, déjà, bon, la F2 a repris beaucoup en audience cette année, ils l'ont dit. Mais comme tu dis, en fait, les catégories juniors, quoi qu'il arrive, ont toujours été moins regardées, ont toujours été... en fait, elles sont en support de la F1, surtout parce que les pilotes sont suivis, etc. Machin, et ça permet une visibilité, mais ça a toujours été en retrait. Et pourtant, en fait, ce qui s'y passe est tellement intéressant. Et puis après, quand tu te dis, non mais lui, c'est sûr qu'il va aller en F1, par exemple Birman, moi je me le disais, et c'est là où tu te dis, ah bah, et quand tu vois le pilote arriver, tu te dis, c'est hyper cool de voir, en fait, la progression qu'il a eue, donc non, c'est... Ouais. Et tu suis l'évolution, clairement, tu les vois grandir, quoi. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est de ce Grand Prix, vous avez mis la note de 8,5 et le pilote du week-end, ça a été très partagé, mais de votre côté, en tout cas, vous avez désigné Oscar Piastri. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, déjà, pour le débrief de Singapour. Là, j'ai hâte, par contre, parce que j'aime bien cette petite course. Je crois qu'elle fait partie de mes préférées, quand même. Soyez prêts, j'espère qu'il y aura beaucoup de choses à dire, parce que ça voudra dire que le week-end a été intéressant. En attendant, prenez soin de vous. Bon courage à tous ceux qui sont à l'école, qui commencent à reprendre ou qui vont reprendre, parce que je sais qu'en fac, il y a encore des rentrées. Donc bon courage, passez une belle semaine, prenez soin de vous, et à très vite. Bisous!